peut-être quelques passagers qui nous rejoindront en cours de route, mais voilà. Voilà, alors certains étaient déjà la semaine dernière sur un parcours que j'avais proposé à Oman, que je reproposerai pour ceux qui l'ont pas vu et puis pour d'autres. Demain en fin d'après-midi, je pense que vous avez reçu le lien où je me propose finalement de partager ce que j'ai en stock par ces moments où on est un peu enfermé sur un certain nombre que j'ai appelé carnet de voyage. Alors vous verrez d'ailleurs que sur ce voyage en Chine, il y a un peu moins de dessins que sur Oman, qu'il y aura sur le Laos la semaine prochaine, simplement parce que j'y étais pas en vacances. Les 2 fois où j'ai pu y aller, c'était dans le cadre de mon rôle, enfin mes missions à l'école d'architecture. Et j'ai eu la chance d'y aller 2 fois, enfin une fois à l'école d'archi et une fois aussi avec le réseau des parcs. Je vais expliquer ça au fur et à mesure. Donc j'ai eu cette possibilité d'aller d'abord la première fois à Shanghai, une semaine avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je vais en parler 2 minutes. Sur une semaine pour un travail sur le patrimoine urbain grâce à quelqu'un qui s'appelle Françoise Gède, qui est responsable de l'Observatoire de la Chine avec Émilie Rousseau à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Chaillot, au Trocadéro à Paris. Et donc il y a des coopérations sur les questions évidemment de développement, de patrimoine et d'architecture avec la Chine. Donc j'ai eu la chance d'y aller. Et puis on avait complété cette semaine à Shanghai par une semaine des découvertes dans le sud de la Chine, dans le Guizhou. Je vais revenir dessus. Alors, mes prononciations de chinois seront une catastrophe pour ceux qui sont sinologues. Je suis absolument désolé. Donc, j'ai pu aller une semaine dans ce territoire du sud de la Chine que j'évoquerai dans la première partie de cette présentation. Et puis, dans la deuxième partie, alors il faut que je fasse avancer. Voilà. Donc dans la première partie, je parlerai plutôt du guide. Alors ça s'écrit Guizhou. Moi je disais Guizhou au départ. Ça se dit à peu de choses près Guizhou. Et puis la deuxième partie de la conférence, c'est sur un secteur qui est à 400 km au sud de Shanghai, qui est le secteur de Jiangsu, qui est actuellement un parc national, alors plutôt à vocation forestière pour l'instant. Et l'idée, c'est d'en faire un parc national à la française, donc dans une coopération entre le réseau des parcs en France et les Chinois sur la mise en place d'une logique de charte de parc comme on a dans nos parcs naturels régionaux chez nous. Donc j'ai eu la chance d'aller 2 fois dans des systèmes professionnels, ce qui évidemment m'a amené à rencontrer beaucoup de monde. Vous le voyez d'ailleurs, le Guizhou où on va aller tout à l'heure, c'est sur la carte, on le voit, c'est finalement pas loin du nord du Laos, du Vietnam, de la Birmanie. C'est tout un secteur dans lequel il y a des minorités ethniques qui finalement sont relativement préservées par les Chinois, avec des tolérances par rapport à certains éléments, comme par exemple l'enfant unique ne s'appliquait pas sur les minorités. Voilà, et donc c'est des choses il y a une quarantaine de minorités différentes. Le secteur où on ira, c'est plutôt les Miao ou les Dong, mais il y a tout un tas d'autres minorités que j'ai retrouvées par ailleurs au Laos, dans le nord du Laos, quand j'y étais, ce que je présenterai la semaine prochaine. Voilà. Et puis le parc de Jiangsu, c'est un parc qui fait partie des 5 ou 6 spots paysagers touristiques de la Chine. Ça fait partie des sites les plus emblématiques, vous le verrez, assez extraordinaires de montagne de la Chine. Donc je suis allé à Shanghai, encore une fois, je le dis, c'est peut-être un retour à l'école d'architecture que je fais, puisque c'est l'école d'architecture qui m'a permis, y compris financièrement, d'aller là-bas avec le laboratoire de l'école. Donc, c'était sur un séminaire dit en marchant, portrait en marche. L'idée, c'était de parcourir la ville avec des Chinois, avec des regards différents, de différents types de populations, enfin de professionnels, et de regarder cette juxtaposition complètement incroyable qui est Shanghai, de différents types d'histoires, tout ça allant très 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 vite. Et pour ma part, j'ai été plutôt avec un petit groupe d'une dizaine de personnes, moitié chinois, moitié français, urbanistes, architectes, paysagistes, historiens, etc. Plutôt sur la partie de la concession française, c'est la photo de droite,
qui est donc évidemment qui se transforme de façon importante, mais où on voit bien les restes ou l'impression de la présence finalement d'un urbanisme et d'une architecture de la fin du 19e au début du 20e française à Shanghai. Donc on a travaillé sur le palimpseste urbain dans ce secteur-là, mais je ne vais pas y venir. Juste pour vous donner une échelle, parce que je ne sais pas si on arrive à comprendre, et même en y allant, moi je n'ai pas compris ce que c'était cette ville-monde de Shanghai qui aujourd'hui doit faire à peu près 25 millions d'habitants si on prend strictement Shanghai, mais si on prend l'aire urbaine qui va très loin, hein, qui va sur 150-200 km vers Huzhou même, on arrive à 80 millions d'habitants, c'est absolument hallucinant. Alors, les Chinois, partout, ont des musées urbains, des musées de la ville, parce que je pense que pour eux, c'est une façon aussi de montrer leur puissance. Et à Shanghai, sur la place du peuple, c'est-à-dire la place principale dans la partie historique de Shanghai, on a un musée de la ville, un musée de l'urbanisme. Et je vais juste montrer deux photos pour vous donner une idée quand même de cette dimension absolument incroyable de la ville. On a donc cette maquette du Shanghai restreint, hein, qui correspond finalement à la ville elle-même, c'est-à-dire autour de 20 millions d'habitants. Et vous avez cette maquette incroyable. Faut imaginer, il faut déjà une demi-heure pour faire le tour de la maquette à pied, qui donne l'idée de ce qu'est cette ville. Avec, c'est vrai, cette dimension au premier abord d'une ville-monde. Ça veut dire que finalement, on serait dans d'autres grandes métropoles mondiales, finalement, peut-être Sao Paulo ou peut-être Lagos, etc. Des choses comme ça, a priori, ce ne serait pas si différent. Évidemment, quand on creuse un peu, évidemment, il y a, je l'ai dit, ce palimpseste urbain et social qui est tout à fait étonnant, mais ce n'est pas le sujet. Donc, on s'est baladé dans la ville, on est allé voir plein d'endroits différents. Ici, un ancien site industriel, de friche industrielle transformé en centre culturel et d'art, assez extraordinaire. Juste quand même, parce que c'est une personne qui, pour moi, du coup, était importante. Dans la photo à droite, vous avez Françoise Gède, responsable avec Émilie Rousseau, donc de l'Observatoire de la Chine au Trocadéro, à Chaillot, à Paris. Voilà. Et puis donc évidemment quelques croquis très très vite faits parce que encore une fois on était plutôt dans une logique de parcours et de travail. Donc c'est pas comme quand je suis en vacances, mais il y a quelques croquis qui ont été faits et vous voyez évidemment cette confrontation entre nous, entre Chinois et Français, ce parcours en marchant dans la ville. Vous voyez d'ailleurs, on est au mois de juillet, il fait peut-être entre 30 et 32 ou 35 degrés, je ne sais pas, et puis de temps en temps, on a des averses fortes. On est dans cette période chaude et humide à Shanghai. Juste quand même, parce que ça a un lien avec ce qu'on va raconter après, vous avez la partie Shanghai, 20 millions d'habitants, la maquette qu'on voyait tout à l'heure, c'est finalement c'est cette partie-là, avec peut-être là où il y a le point orange, c'est le Bund, c'est l'endroit le plus ancien, historique, sur une rivière secondaire qui débouche dans le Yangtze, ce fleuve qui est ici. Et ce que vous avez en rouge ici, c'est une île qui est au cœur du système de débouchés du Yangtze sur l'océan. Et cette île, aujourd'hui, c'est une île agricole, enfin voulue comme ça par les Chinois, par rapport à la ville très très dense. Je vais vous montrer juste une ou deux photos. On est allé voir ça. C'est énorme, hein, c'est immense, puisque vous imaginez qu'on a 25 millions d'habitants dans cette partie-là. Donc, c'est l'équivalent du Grand Paris, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, cette île, c'est absolument énorme. Et évidemment, la ville, mais comme partout, toutes les grandes villes, et Paris la première, évidemment, se développent et s'installent sur les terres les plus riches au niveau agricole, sur les terres qui font manger les hommes, c'est-à-dire la ville mange la terre qui fait manger les hommes, quoi. Et vous avez à Paris en tête, évidemment, le débat qu'il y a eu récemment sur Europa City, cet énorme site au nord de Paris, entre Roissy et Paris, sur lequel le président de la République finalement a renoncé à un énorme développement urbain de centres commerciaux démesurés et hors sol d'ailleurs pour le cas de le dire. Et donc Shanghai, ils avaient finalement à proximité aussi cette île et ils ont voulu en faire un site qui était un site de production agricole à proximité de la ville parce qu'ils se posent les mêmes questions que nous évidemment. En mémoire, hein,
faut avoir ça comme chiffre en tête. La Chine, c'est à peu près 20% de la population mondiale, c'est 6% des terres arables, des terres productives mondiales. Donc, la question de l'alimentation pour les Chinois, c'est absolument fondamental. On va revenir dessus sur les campagnes tout à l'heure. Et vous comprenez bien, évidemment, pourquoi les Chinois achètent des terres en Afrique, à Madagascar, voire en France, dans la Brenne, voilà, même si c'est marginal pour l'instant, mais c'est évidemment un enjeu géopolitique fondamental. Et donc, cette île est transformée en lieu de production. Évidemment, c'est un lieu de production qui est un lieu de production intensif et on se dit qu'il faut produire là aussi, et vous le voyez, des systèmes de serre. Donc on a visité tout ça et c'est assez étonnant parce que il y a évidemment dans cette île quand même des champs en pleine terre, mais il y a aussi tout un développement d'une agriculture 3.0, 4.0, je sais pas quoi, qui est cette idée de dire quand on n'a pas de sol, on fait comment? Et donc, il y a des tomates, des petites tomates, pas beaucoup de goût, mais qui sont là, et puis des cornichons doux, des choses comme ça. Et donc, cet enjeu de la production, elle est fondamentale. Là aussi, juste en intro, parce que c'est des choses que je vais évoquer tout à l'heure par rapport à la campagne. Donc, on est descendu, ça serait un sujet en soi de tout le travail qu'on a fait sur Shanghai avec cette richesse incroyable de se confronter à des urbanistes et des architectes chinois avec toutes les différences, mais aussi toutes les complicités qu'on pouvait trouver. Et donc, on est descendu une petite dizaine, on était 8 ou 9 dans le Guizhou. D'abord la capitale, Guiyang, qui est une petite ville de 5 millions d'habitants, donc ville de niveau 2 ou je sais plus quelle est la classification, niveau 2 ou 3 en Chine. Donc ville évidemment dont vous voyez le développement finalement comme dans toutes ces mégalopoles chinoises. Capitale donc 5 millions d'habitants, le Guizhou c'est à peu près un tiers de la France, 170 000 km², et c'est une région rurale donc seulement 35 millions d'habitants. Voilà, à peu près. Donc, où on retrouve à la fois peut-être des restes comme ça d'une bourgade, et en fait, si on regarde la même maison dans sa réalité du paysage, ça correspond bien à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une explosion urbaine, avec évidemment le pendant de tout ça, c'est évidemment le fait de vider les campagnes, qui évidemment pas sans poser problème. Et encore là, on est dans le sud, dans les ethnies, encore une fois, les minorités ethniques qui ont des systèmes de fonctionnement un peu différents, et donc avec des populations qui sont peut-être un peu moins ou un peu mieux respectées que dans d'autres ruralités chinoises. Donc évidemment l'explosion de cette ville. Quand on quitte la ville, nous on y est très peu resté finalement, même si on a rencontré, je crois que j'ai une photo, on a été invité à manger chez le responsable de la culture du gouvernement de Guizhou. Mais sinon, on quitte ça très vite et vous voyez cette frénésie de développement. On sait pourquoi la Chine a navigué pendant des années à 10% de croissance par an. C'est aussi un investissement énorme dans la construction, les infrastructures, etc. Y compris quand on va vers les campagnes. On a fait peut-être 3 heures, je ne sais plus exactement, 3-4 heures de route dans un petit minibus pour aller dans les villages Miao et Dong. Et donc, vous voyez, TGV, autoroute. Alors, très étonnant, en France, vous avez, ou en Europe, vous avez en tête évidemment ces autoroutes qui serpentent et s'adaptent au relief. Moi, en Chine, j'étais sidéré. Les autoroutes, alors TGV on comprend bien, mais autoroutes vont tout droit, c'est-à-dire viaduc, tunnel, viaduc, tunnel, viaduc, tunnel, et on s'adapte finalement quasiment pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans une logique d'efficacité absolument redoutable, mais d'infrastructures qui ont des coûts démesurés évidemment. Donc oui, je disais, on était dans des logiques de réception officielle. Françoise Gède a des réseaux absolument incroyables. Et il faut savoir qu'en plus, on y était dans le cadre de manifestations organisées pour le 50e anniversaire de la mise en place des relations diplomatiques entre la France et la Chine, qui avait été voilà, mis en place, c'était en 64 par le général de Gaulle. Donc nous y étions en 2014. Voilà. Et donc, on était invités à manger. Alors, les repas chinois, on verra d'autres photos à d'autres endroits, mais c'est toujours comme ça. C'est des grandes tables rondes avec un plateau central sur lequel circulent des dizaines de plats, avec parfois des choses assez étonnantes. Et puis, on est tous autour de la table. Et heureusement pour nous, on a
une interprète absolument remarquable, Tienne, qu'on verra plusieurs fois, que j'ai retrouvé d'ailleurs 4 ans après, quelqu'un de remarquable. Donc on est allé dans un village d'Imen, donc à 3-4 heures de Guyang, la capitale de Guizhou. Alors Dimen, qui n'est pas un village anecdote, enfin on n'y est pas allé par hasard, on y est allé aussi parce qu'il y a un écomusée qui est un peu comme chez nous, hein, voilà, qui est un lieu de valorisation des cultures des minorités, de recherche lié aussi à l'université de Tsinghua de Shanghai. Donc il y a en permanence des workshops d'étudiants, il y a des chercheurs et il y a tout un travail qui se fait sur les cultures particulières de ces minorités Dong ou Miao qui sont dans ces secteurs-là. Donc on va le voir tout à l'heure, un paysage de montagne assez magnifique. Et vous allez voir en le déclinant, on s'aperçoit qu'on est un peu toujours sur le même vocabulaire de savoir-faire, de valorisation avec les ressources locales, les particularités climatiques. Hein, on est quand même soumis à des systèmes de mousson, de chaleur forte. On est dans le sud de la Chine. Et puis évidemment, on construit avec les matériaux qu'on a, c'est-à-dire le bois, la tuile qui se fait avec la terre locale. Voilà. Donc, et puis on travaille, vous allez le voir, un travail sur l'eau qui est absolument exceptionnel, à la fois pour évidemment les cultures, les rivières, on va voir, mais également tout le système d'organisation du village. Ce qu'on aperçoit, on en reparlera tout à l'heure, ce qu'on aperçoit une tour ici. Cette tour, c'est une tour, la tour du tambour, et c'était des tours claniques, c'était des clans ou des familles, si vous voulez, qui organisaient le système politique et social des villages. Et chaque clan avait ses tours. Vous voyez ici qu'on en voit 2 d'ailleurs. Donc c'est pas comme une église dans le village. Hein. C'est vraiment un système qui était plutôt le lieu d'organisation politique du village au travers des systèmes de famille. Et aujourd'hui, ça reste un endroit absolument stratégique. Vous le verrez sur d'autres images de rencontres, de discussions et sans doute, je ne maîtrise pas très bien, mais de gouvernance politique du village. Donc évidemment, dans ces villages, mais comme partout, il y a un rapport à la valorisation du sol et on le voit, hein, le village est construit sur les pentes et le front de vallée est utilisé là où il y a l'eau, évidemment, dans des logiques de valorisation alimentaire et riche. On va le voir aussi tout à l'heure. Deuxième système absolument magique, moi j'ai découvert ça, je trouve ça super. Nous, on est dans notre logique un peu européenne ou française, on cherche la place du village. La place du village, alors je vous l'ai dit, soit on a la tour du tambour, qui est peut-être dans une logique plus sociale et politique, et puis sinon on a les ponts de la pluie et du vent, et le nom le dit bien, les ponts de la pluie et du vent, ce sont ces espaces où on se rencontre, et vous voyez d'ailleurs qu'il y a des bancs, on s'assoit, on discute, et c'est un lieu plutôt famille, et évidemment c'est pas anecdotique dans des climats comme cela que le lieu de sociabilité et l'espace public principal soit ce lieu qui est abrité de la pluie, qui en même temps est soumis au vent du fond de vallée et à la fraîcheur que les vents ramènent depuis la rivière, puisqu'on a ces fortes chaleurs et puis ces moussons qui font que l'espace public, il s'adapte aux valeurs et aux enjeux climatiques. Donc ça aussi, c'est une leçon absolument incroyable. Et il y a comme ça, une collection de ponts de la pluie et du vent. Vous allez voir quelques photos, mais qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Alors on voit quand même, et vous le voyez ici, une des particularités de ces villages des campagnes chinoises, vidés des hommes en grande partie. Donc ça veut dire qu'on a les enfants et souvent les grands-mères, c'est pas exactement les mères, c'est les grands-mères, parce que les hommes et de plus en plus les femmes partent travailler à la ville, dans les villes, que ce soit à Guyang ici, mais voire plus loin. Et finalement, les villages sont essentiellement tenus et organisés au travers des personnes âgées et les femmes et les enfants qui vivent sans leurs parents, mais avec leurs grands-parents. Tout ça, évidemment, transforme de façon très importante les systèmes d'éducation, les systèmes sociaux et les équilibres de ces villages, même si aujourd'hui, y compris les Chinois, ont une politique de rééquilibrage et au travers de développement, on va le voir, au travers de nouveaux outils de développement que sont le tourisme, l'artisanat, etc. Mais c'est tout à fait étonnant. Donc voilà, on est dans ces ponts de la pluie et du vent qui sont ces places publiques.
Donc je l'ai dit, évidemment, la proximité, on est toujours dans ce rapport immédiat du village habité, du village productif. C'est des choses qui, pour moi, sont des enseignements. Parce que si on se souvient de nos villages en Lorraine ou dans les régions, d'autres régions de France, c'est cet enjeu du village productif et du village habité était du même ordre. Évidemment, pas sous la même architecture ou les mêmes paysages, mais quand même du même ordre. Et aujourd'hui, on a un peu perdu tout ça et on a un peu tendance enfin, je pense qu'il faudrait qu'on y revienne. Ça, c'est un autre sujet. Donc, on a en permanence, et vous le voyez, c'est encore une femme, on a évidemment cette présence très forte de l'exploitation, de l'agriculture, très présente dans ces villages. Alors, évidemment, quand je dis agriculture, c'est aussi l'élevage piscicole, c'est évidemment une diversité absolument incroyable de production. Et vous le voyez encore d'ailleurs sur cette photo, des savoir-faire, et on va le retrouver ponctuellement, même s'il y a des dérives parfois, de transformation du bâti ou de réparation du bâti, avec encore une très très forte présence d'artisans et de toute une économie du bois qui est évidemment une ressource fondamentale de ces territoires, sans surprise. Ici, vous avez au premier plan d'ailleurs cette diversité de types architecturaux. En bas, ce sont des greniers à grains. Vous le voyez aussi d'ailleurs parce que ces greniers sont posés sur des pierres. Donc là aussi, pour l'isoler, enfin, il y a une logique à la fois assez bricolée, mais c'est du bricolage savant, j'allais dire. C'est évidemment un très grand savoir-faire avec peu de choses, pierre, bois, tuiles, et en même temps, on arrive à avoir un système d'une efficacité redoutable, et en même temps des systèmes constructifs qui peuvent s'installer dans la pente en touchant assez peu au sol et à la pente, c'est-à-dire sans déstabiliser les systèmes. Alors, vous allez le voir systématiquement, parce que alors, même si j'ai fait assez peu de dessins en Chine, vous en verrez quelques-uns évidemment, mais pas tant que ça. Par contre, il y a une culture du dessin en Chine qui est incroyable. Alors, je l'ai dit, on est à Dimen, il y a l'écomusée de l'université de Tsongyi avec beaucoup d'étudiants qui viennent au workshop, mais on a quand même, elles me font beaucoup, j'aime beaucoup cette photo, les deux étudiantes en train de dessiner sous leur ombrelle pour se protéger non pas de la pluie, mais du soleil et de la chaleur. Et donc on a cette présence, vous allez le voir, systématique, et je ne l'ai pas fait exprès. On a cette présence systématique ou quasiment de gens qui dessinent. Oui, à la Manu, les toits sont un peu bizarres. Oui, enfin en même temps, ils sont finalement assez classiques en même temps, deux pans. Alors c'est vrai que parfois, à l'extrémité, on a des remontées de toiture sur l'extrémité qui nous fait immédiatement référence à cette architecture asiatique. J'avoue que je ne connais pas très très bien hein, le pourquoi, mais je pense qu'il y a des enjeux constructifs climatiques liés aux pluies, au vent, à l'aération des greniers. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas une esthétique qui est une esthétique sans raison, hein, de toute façon. On reviendra dessus aussi, évidemment. On a mangé chez certains d'entre nous étions logés chez l'habitant. Donc on a mangé chez l'habitant et je peux vous dire que ce qu'il y avait dans les plats et dans les assiettes, c'est vraiment ce qui est produit là. C'est-à-dire qu'on a mangé des légumes, des champignons, du poisson, des choses qui venaient, à mon avis, de pas plus loin que 500 mètres ou 1 kilomètre de la table où nous étions rassemblés. Toujours cette table ronde d'ailleurs, systématiquement. Donc on retrouve ce système de ruelles et de villages vivants. C'est pas un village touristique, hein, c'est un village donc vraiment habité. On en verra tout à l'heure, on verra comment les choses se transforment avec le tourisme. Même si bien sûr il y a en fait une tradition d'accueil très très forte puisqu'il y a ce centre de recherche de Dimen. Et puis je l'ai dit, donc cette activité autour du bois qui emploie quand même du monde et dans lequel on a vraiment encore une fois ce savoir-faire d'exploitation de la ressource pour la construction, même si voilà, j'ai pas pu m'empêcher. On met les dérives de la culture assez je sais pas comment dire, assez convenue, un peu le 18e à la française, là,
de l'architecture chinoise passe partout, qui est en train de se diffuser sur toute l'Asie du Sud-Est. Et moi qui s'est un peu baladé dans d'autres pays en Asie du Sud-Est, je peux vous dire que cette vision de la modernité à la chinoise, grand public, on va dire, hein, parce qu'évidemment, on a des architectes chinois hors du commun, on verra tout à l'heure, mais c'est quand même assez terrible, avec cette modernité un peu clinquante de l'inox et de la céramique industrielle. Voilà, c'est malheureusement, je crois on n'a pas de critique brute à leur faire par rapport à ça, parce qu'on se promène dans n'importe quel village par chez nous, et c'est un peu dans le même esprit. Donc, si on va se balader un peu à l'extérieur du village, évidemment, on retrouve un savoir-faire d'architecture du paysage, j'allais dire, au travers des systèmes de terrasses. On est dans la montagne. Donc, pour faire de l'agriculture, eh ben, on a besoin de faire du plat. Et pour faire du plat, ben, il n'y a pas 50 000 solutions dans le monde entier. Dans le monde entier, on fait des systèmes de terrasses, soit avec des talus de terre, soit avec des talus de pierre. Et puis, on gère l'eau avec des systèmes extrêmement savants. Et évidemment, dans les rizières, les systèmes sont nécessairement compliqués. Donc, quand on monte dans les villages, quand on se balade, eh bien, on a des hameaux, des petits villages beaucoup plus petits et qui finalement correspondent à chaque fois à un système de rizières et d'organisation d'exploitation agricole qui petit à petit se dessine et fabrique à partir du village principal. Je ne l'ai pas dit, Dimène, c'est à peu près 2500 habitants, mais en fait, il y a au moins une quinzaine de villages qui fonctionnent autour de Dimène. Et puis évidemment une diversité comme partout, hein, élevage. Voilà. Alors intéressant les systèmes de rizières. Hein. Donc là, on y était au mois de juillet, donc on est peut-être le riz à 3 mois à peu près. Je ne suis pas un grand spécialiste, hein, en sachant que les espèces de riz qui sont les variétés de riz qui sont ici sont des variétés de riz qui nécessitent à peu près une pousse en 6 mois. Et j'ai remis ces croquis et ces 2 photos qui ne sont pas de moi, hein, que j'ai récupérées, pour expliquer le système de ces rizières, qui est quand même un truc incroyable. J'ai mis donc du riz, des poissons, des canards et des hommes. Le système, c'est un système extrêmement malin, c'est un système symbiotique, voilà, qui se met en place. Donc le riz, globalement des variétés anciennes de riz gluant, plutôt des systèmes donc qui nécessitent à peu près un système de 6 mois en rizière. Le riz, et on le voit ici, même si là il est encore jeune, crée de l'ombre, et puis évidemment l'eau qui est là attire une micro-vie, insectes, etc. Les paysans mettent des poissons, on le voit sur la partie droite, qui vont pouvoir se nourrir, s'abriter de l'ombre et se nourrir évidemment de toute la microfaune qui est dans l'eau. Et puis on met des canards. Évidemment, ces animaux-là chassent les ravageurs. Évidemment, les déjections des animaux créent un engrais naturel pour le riz et en même temps permettent l'oxygénation de la rizière. Et donc, on a un système complet qui se met en place, d'où le schéma avec un système presque circulaire entre le poisson, le canard, le riz et donc toute cette mécanique d'auto alimentation et système de fonctionnement avec des variétés, encore une fois, locales de tout ça. Et donc, ça crée une source de nourriture équilibrée, puisqu'on a à la fois des glucides, à la fois des protéines, avec une très grande variété évidemment de systèmes, et ça fonctionne assez bien à partir du moment où effectivement le poisson a 5 mois, 6 mois pour arriver à maturité, donc le temps qu'on récupère le riz, etc. Il y a eu des essais, évidemment, dans une logique, comme partout, de modernisation de l'agriculture, pour arriver à une agriculture plus productive, hein, et donc avec des espèces de riz qui étaient proposées par le gouvernement chinois, qui étaient des riz qui poussaient plus vite. Donc on avait non plus 2 récoltes par an, mais on arrivait à
3 récoltes par an, mais simplement on avait l'eau simplement pendant 3-4 mois dans la rizière. Le poisson n'avait plus la capacité d'arriver à maturité, et donc on n'avait plus le système complexe, on n'avait plus que du riz. Et donc, c'était un échec absolument complet parce que comme on n'avait plus que du riz, on n'avait plus les ravageurs qui étaient mangés par les productions de poissons ou de canards. Donc, on est obligé de mettre des pesticides et on est obligé de mettre des engrais puisqu'on n'a pas non plus l'engrais naturel. Et donc, on avait un système parfaitement équilibré et ce système devenait évidemment d'une fragilité incroyable. Aujourd'hui, on est quand même dans une reconnaissance de ce système-là, alors que je pourrais compléter par le fait que, et là je remercie Régis Ambroise, un complice agronome paysagiste là, que j'ai eu hier encore au téléphone et qui me rappelait tout ça, en disant que sur les systèmes de talus que l'on voit ici ou le long des chemins, on avait en même temps les familles qui géraient des plantations naturelles ou faites, hein, avec plus d'une centaine de plantes comestibles, fougères, bambous, champignons, taro, lotus, céleri aquatique, plantain, enfin une centaine, et puis moi je suis très loin de connaître toutes ces choses-là, plus des animaux aquatiques, escargots, anguilles, etc. Et tout ça évidemment fabrique une centaine, hein, tout ça fabrique un système d'une diversité, d'une biodiversité incroyable et d'une très grande richesse alimentaire, ce qui fait qu'une famille est capable de vivre avec un tiers d'hectare. Avec 3000 mètres carrés, une famille vit. Et tout ça, évidemment, est un système extrêmement ingénieux et reconnu d'ailleurs. J'ai regardé ça, mais c'est un système de patrimoine agricole mondial reconnu par la FAO, hein, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et aujourd'hui reconnu également par la Chine sur ces systèmes-là, puisqu'on a à la fois l'alimentation, l'agriculture et quelque part une culture traditionnelle, des savoir-faire traditionnels, un revenu pour les agriculteurs, parce que quelque part, il y a une production riche et diversifiée. Et puis évidemment, en matière de tourisme et d'artisanat, il y a des choses qui se développent aussi dans ces minorités qui sont assez incroyables. Bref, zone de protection de sauvegarde en ce qui constitue le patrimoine dans cette région. Alors, je ne sais pas s'il y a réglementairement et juridiquement des zones de protection, mais en tout cas, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont reconnues. Donc évidemment, vous avez toute l'architecture qui va avec, hein, les greniers à grains, système là. Alors l'eau, là c'est pareil, j'ai mis une série de photos. Simplement, moi je suis, et c'est d'ailleurs quelque chose que je fais dans tous mes voyages, et que ça soit d'ailleurs à Oman ou Laos, on verra autrement, mais et y compris quand je vais en Ardèche ou à l'autre bout de la Lorraine d'ailleurs, je regarde comment on gère l'eau. Et il me semble qu'une société qui gère bien l'eau est une société qui s'en sort. Voilà, je suis peut-être un peu ça comme ça. Et là, regardez, on part de ces systèmes de sources et de ruisseaux qui sont captés évidemment pour l'IE d'eau potable qu'on retrouve ici. Puis évidemment, tout ça part dans des premiers systèmes de bassins qui sont sans doute des bassins pour laver ou les légumes. Alors, je pense qu'on est plutôt, on le voit d'ailleurs avec le panier qui est dessous dans ces logiques un peu propres. Et puis après, des bassins qui sont peut-être aussi des bassins de pisciculture qu'on va retrouver à différents endroits, mais aussi qui vont plus bas dans le village sur des bassins plutôt pour laver le linge, etc. Donc, on a un système de gestion de l'eau qui est extrêmement savant. Et tout ça absolument naturel. Voilà, c'est-à-dire que la ressource est une ressource qui est valorisée au maximum de ce qu'elle peut être et qui fabrique du patrimoine architectural, urbain et social de façon extrêmement importante. Donc les tours du tambour qu'on retrouve ici dans un autre village, ça c'est une randonnée qu'on a faite, on est monté peut-être pendant 2 heures de marche au-dessus de Dimène, et donc on est arrivé dans un autre village, vous voyez encore l'eau d'ailleurs qui est là, et cette très très belle tour du tambour, ça devait être une famille qui avait de la puissance dans le village, qui avait fait cette tour du tambour, et donc c'est cet espace qui, encore une fois, nous on l'a vu, hein, qui est un espace de discussion, de rencontre, de repos, voilà, abrité encore une fois, et qui évidemment en plus est ce lieu de négociation. Donc je passais rapidement aussi dans un autre village où on est allé en allant, où on est passé en allant dans un lieu qui est un village qui a été défini par les Chinois comme étant un village à vocation touristique. Je pense, alors encore une fois, je ne parle pas avec 100% de certitude, mais je pense que les choses sont assez claires.
il y a, vous le voyez, Diemen, qui était plutôt un village à vocation recherche, et donc on essaye plutôt de travailler avec les minorités ethniques sur leur savoir-faire et leur culture. Il y a des villages comme celui qu'on voit ici, qui est un village finalement, alors là pour le coup, zéro touriste. Je pense qu'on était parmi les rares à s'arrêter et visiter ce village. Et puis il y a les villages, le dernier village qu'on verra tout à l'heure dans le Guédjo, qui est un village qui lui a une vocation touristique. Et vous allez voir comment ça se traduit, mais avec, je trouve, pas mal d'intelligence et de savoir-faire. Donc ce village, encore une fois, des paysages extraordinairement beaux, d'équilibre entre cette organisation architecturale et donc habitat et artisanat, etc., hein, toute la vie des hommes, et puis cette construction d'espaces de production, à la fois au cœur du village et évidemment dans les systèmes de rizières en amont ou en aval du village. Et évidemment, ce qui décide de tout, c'est l'eau. Je crois qu'on le verra peut-être, mais là évidemment tous ces bassins sont des bassins de production, aussi bien d'un certain nombre de végétation liée à l'eau que de poissons qui eux-mêmes sont alimentés, entre autres d'ailleurs, par les déjections humaines. À un moment donné, on voyait des toilettes où les déchets humains redescendaient dans l'eau pour nourrir la faune, poissons, etc. Donc on a, vous le voyez ici, des systèmes d'organisation de la pisciculture dans ces bassins qu'on voyait tout à l'heure. Et donc avec là aussi des systèmes assez beaux, tout en étant très artisanaux, de gestion de l'eau. Ça, c'est le côté face, hein, et quand vous le voyez de l'autre côté, c'est ça. Donc on a des systèmes de retenue d'eau. Et donc on peut doser grâce à cet assez beau système très, très basique, hein. Il suffit de relever un ou deux panneaux et on change la hauteur. Donc on est dans des systèmes là aussi très rustiques, mais très efficaces de gestion de cet élément fondamental qui est l'eau. Donc avec évidemment toujours cette grande voilà, cette efficacité d'exploitation de ce que la nature offre à ces villages pour être finalement des villages très, très autonomes, hein, très, très autonomes dans leur fonctionnement. Au niveau du bâti, on l'a dit, là aussi, finalement, des systèmes un peu classiques de construction bois. Je pense que là aussi, c'est assez universel, la façon d'organiser. Alors, il y a des gens à l'école d'architecture qui sont très, très bons et bien meilleurs que moi, évidemment, sur le bois, puisque nous sommes une des écoles spécialistes du bois en France. Mais je pense qu'on pourrait certainement regarder avec pas mal d'attention ce qui se fait, y compris dans les Vosges, et on se rendrait compte que finalement c'est assez universel cette façon de construire, voire de protéger des façades exposées à la pluie et au vent. Je pense au bardage dans les Vosges, on peut appeler ça des essis ou des tavaillons si on est dans les Alpes, mais on est vraiment dans des systèmes assez courant. Je pense que là, c'est un peu la même chose. C'est soit des systèmes d'écorce, soit des systèmes de bois qui sont fendus et pas sciés. Parce que si c'est fondu, l'eau coule dans les veines du bois, ne s'infiltre pas à l'intérieur du bois, et donc le bois est beaucoup plus pérenne et tient pendant des dizaines d'années. Si on scie, l'eau pénètre à l'intérieur du bois et pourrit. Donc on est dans des systèmes un peu différents. Et donc toute une typologie de construction pour faire sécher le foin ou faire sécher un certain nombre de denrées qui peuvent servir. Alors on est allé à la suite et à la fin de ce parcours d'une semaine dans le Guédjo. On est allé dans ce village, Tsautsing. Alors encore une fois, je pense que ça ne se prononce pas comme ça. S'il y a encore des gens qui maîtrisent le mandarin, je vais passer pour voilà, mais j'y arrive pas. Alors, vous voyez ici l'arrivée du village, c'est un parking, je pense qu'on peut mettre à peu près 500 bus. On est à 10 minutes d'une autoroute ou d'une gare TGV. Et donc, c'est un village qui est défini comme devant être un village touristique. Donc, quand on arrive ici, on a un peu peur. Honnêtement, je me suis dit que ça allait être terrible. Donc, c'est l'entrée du village, on paye.
je crois que c'était 100 yuan, chose comme ça. On paye et on laisse sa voiture, on laisse le bus qui nous a amenés depuis la gare TGV, depuis Guiyang ou je ne sais où. Et puis on prend une petite navette électrique pour pénétrer dans ce village d'Ong, qui est un village assez grand d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu des maisons qui ont été démontées, reconstruites, etc., pour agrandir le village. Et donc, on a vraiment une vocation touristique affirmée, qui n'est pas du tout le cas des autres. C'est-à-dire que les Chinois, ils doivent quand même gérer un tourisme intérieur extrêmement puissant, extrêmement fort qui se développe avec une classe moyenne de plusieurs centaines de millions de personnes qui ont les moyens et qui peuvent et qui ont envie de voyager et de se déplacer à l'intérieur de la Chine. Et donc, leur question à eux, c'est la même que la nôtre, mais multipliée par 10 ou 100. C'est comment je gère 600, 700 millions de touristes. Et donc, les choses sont extrêmement organisées. Voilà. Donc, on a ce grand parking, on a ce système de navettes qui nous amène après à l'intérieur du village dans les différentes maisons qui ont été refaites en hôtel. C'est des choses assez belles. Ça, c'est l'hôtel dans lequel on était, qui était à l'extrémité du village d'Ong. Donc, des choses évidemment en plein cœur du village traditionnel, du village ancien, très très beau. Et évidemment, il y a toute une économie touristique qui se développe et c'est évidemment extrêmement important. Hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, les hommes partent dans les villages, dans les villes pour travailler. Les familles, évidemment, sont complètement explosées. Les gamins ne sont pas élevés dans des situations équilibrées puisqu'ils n'ont plus leurs parents, c'est les grands-parents. Et donc, tout ce redéveloppement dans ces secteurs du sud de la Chine, des minorités, il est évidemment fondamental et il s'appuie, ce qui est assez logique, sur les outils de développement que sont le tourisme, l'artisanat, beaucoup les bijoux, les tissus, on va le voir tout à l'heure, sur un certain nombre d'éléments, mais en fait, il y a un vrai potentiel de développement. Et là, il y a aujourd'hui clairement une volonté alors, logique économique aussi. Hein, c'est un mode de développement pour les Chinois, évidemment, que de s'appuyer sur ce tourisme. Encore une fois, essentiellement intérieur, même s'il y a un peu de tourisme extérieur. Du coup, vous avez une rue, et vous le voyez bien, c'est pas du tout les rues qu'on a vues tout à l'heure, donc il y a une vraie transformation du village quand même. On a des espaces qui sont ouverts, on accueille des foules. Nous, on n'y était pas obligatoirement pendant la période où il y a le plus de monde. Et puis des boutiques de souvenirs, des boutiques de vêtements. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais enfin, en tout cas, il y a un vrai business du tourisme qui se développe, y compris des espèces de fast-food avec des choses absolument délicieuses. Moi, j'avoue que j'ai ramené à l'agence, j'avais ramené des pâtes de poulet et des pâtes de canard et je sais pas quoi sous cellophane, mais ils n'ont pas aimé. Je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est un peu spécial quand même. Et d'ailleurs, j'avais demandé à notre interprète Tienne, j'avais demandé, je lui ai dit, mais Tienne, c'est quand même pâte de canard comme ça fait bizarre. Hein. Et j'avais demandé, non, du pangolin, je sais pas, en tout cas, à l'époque, c'est pas des choses que je regardais. Non, c'est du canard et des poulets, enfin des choses assez basiques. Hein. Et elle m'avait dit avec un grand sourire, elle m'avait dit, ah oui, mais le soir, quand tu regardes la télé, grignoter une patte de canard, c'est super, quoi. Et je dis, on n'est vraiment pas dans la même culture. Alors, il y a ça, mais il y a quand même aussi, dans ce village, il reste, et c'est, je pense, vraiment des familles très, très bien, des familles très locales encore, très fortes, hein, qui sont là. Et donc, on a encore des marchés avec tous ces produits. C'est-à-dire que c'est pas du tourisme Disneyland, quoi. C'est quand même, je trouve qu'ils ont trouvé un équilibre assez malin, assez fort. Et donc, je trouve que ça casse un peu la vision un peu caricaturale qu'on a parfois de la Chine. Je pense qu'ils ont trouvé des systèmes assez équilibrés entre le maintien des cultures et des savoir-faire locaux, et puis ce développement du tourisme. Et là, dans un coin de ce village, ben, il y avait une fête locale, famille, visiblement, ce n'était pas pour les touristes, où on faisait, comme on fait dans nos villages, j'imagine, un certain nombre de fêtes de village. Et ben, il y avait ça, puisque ce village de Chaochang, c'est quand même plusieurs villages, en fait, dans un seul village. Voilà. Et puis, une autre, dans ce secteur, un artisanat très très fort qu'il y a aussi, c'est l'indigo, c'est les tissus, les cotons
teinté indigo absolument magnifique, faire des choses très 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 belles. Alors moi j'en ai ramené aussi, et dans lequel on a du coup tout un patrimoine de savoir-faire de ces tissus. Et donc moi j'ai ramené d'ailleurs un certain nombre de morceaux de tissu indigo très très beaux, des très beaux imprimés. D'ailleurs qui sont exportés, y compris chez nous, à des prix importants quand on les voit arriver chez nous, alors que c'est vraiment un savoir-faire local assez exceptionnel. Et donc là aussi, avec des emplois, avec une activité, et donc avec une économie locale qui tient. Et puis, je vous l'ai dit, à chaque fois, tous les villages où je suis allé, partout, il y a toujours des gens qui dessinent. Et donc, je pense que c'est une culture locale. Et donc, je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus loin chez nous aussi sur ces savoir-faire et ces regards au travers du dessin. Donc là aussi, village Chongqing qui est vraiment installé alors de façon plus importante, mais autour de la question de l'eau, et donc là aussi de l'exploitation agricole. Et l'extrémité du village, il y a une limite très claire d'ailleurs à ce village, et puis on passe tout de suite sur le système d'exploitation en rizière que j'ai évoqué tout à l'heure à Dimène, donc je ne vais pas revenir dessus. Et au premier plan, on voit bien ces limites, ces talus, ces espaces sur lesquels il y a une richesse de production qui est assez exceptionnelle. Donc ça, c'était en 2014. Donc j'ai eu cette chance d'aller dans le Guizhou, dans le sud. Et puis l'an dernier, et donc je devrais quasiment y être de nouveau avec des étudiants là en ce moment. Là aussi, alors avec une casquette un tout petit peu différente, parce que je suis très très impliqué en France dans le réseau des parcs naturels régionaux. Je suis en particulier au conseil scientifique du parc des Ballons des Vosges, mais je suis aussi au conseil scientifique de la Fédération des parcs naturels de France. Et il faut savoir que alors, à l'échelon mondial, vous connaissez tous la COP 25, la COP 21, la COP 25, toutes les grandes COP autour du réchauffement climatique qui sont mises en place au niveau international. Il y a des COP biodiversité. Et la prochaine COP biodiversité devait, alors je ne sais pas si ça va être décalé, mais devait avoir lieu en Chine, la COP 15, en fait, c'est la 15e réunion autour de la question de la biodiversité au niveau mondial, en Chine en 2021. Et il devait y avoir pour préparer ça d'ailleurs un congrès à Marseille de l'UICN, donc de l'Union nationale, l'Union internationale de la nature, de la conservation de la nature, chose comme ça, qui devait avoir lieu pour préparer ça. Il y a eu des accords entre Nicolas Hulot, quand il était encore ministre de l'écologie en France, et puis et Macron, et puis Xi Jinping, le président chinois, pour que la France finalement fasse de la coopération avec les Chinois pour les aider à développer leur politique de parcs nationaux avec une logique assez proche plutôt des logiques de parcs naturels régionaux, avec une différence, puisqu'en France, un parc national, comme partout dans le monde d'ailleurs, c'est plutôt de la protection pure et dure. Un parc naturel régional, c'est plutôt développement et environnement. Comment on peut se développer dans le respect de l'environnement. Et évidemment, c'est ce qui a intéressé les Chinois. Et donc, il y a eu une coopération qui s'est mise en place entre le parc des Ballons des Vosges et alors la photo d'après est mal placée. Alors, il y a une coopération entre la Fédération des parcs naturels régionaux en France et en particulier le parc des Ballons des Vosges, qui était le référent parc au niveau français, et avec le parc de Jeonju pour faire des liens, des ponts et s'enrichir mutuellement et voir comment l'un et l'autre on pouvait s'enrichir. Et du coup, comme je suis impliqué dans cette affaire-là, j'ai pu participer à une délégation l'an dernier d'élus et de techniciens du parc des Ballons qui sont partis à Jeonju, de la même façon qu'il y a des Chinois qui sont venus, alors j'ai un peu mélangé mes photos, mais c'est pas grave, qui sont venus en France, dans les Vosges, l'an dernier. Oui, j'ai mis cette photo-là, c'était là aussi Régis, ce collègue agronome là, qui m'a envoyé cette photo il n'y a pas très longtemps. Le Guizhou fait de la pub dans le métro à Paris, voilà, pour son développement touristique. Donc on voit bien le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc Jeonju,
C'est la capitale de Jeonju, donc c'est une ville moyenne. C'est une ville enfin moyenne, qui est pas énorme, enfin quand même. Mais surtout, si vous tapez sur Internet, si vous tapez parc national de Jeonju, vous allez tomber immédiatement sur ce village, Gongyung, je le prononce sans doute très très mal, où on est allé. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais c'était juste pour dire que c'est le village emblématique du parc de Jeonju. Donc voilà les Chinois au lac des Corbeaux à la Bresse, hein, qui font des photos et la presse locale qui fait des photos des Chinois en train de prendre des photos. Donc voilà, on est bien dans cet échange-là. Et évidemment, c'est tout à fait intéressant. Et donc la question, c'est quel lien entre la logique patrimoniale, paysagère, développement touristique, valorisation des filières de produits locaux, etc., entre la Chine à gauche et la France, le parc des Ballons des Vosges à droite. Et tout ça est soutenu par l'AFD, l'Agence française de développement. C'est une des raisons pour lesquelles je vous en parle, et peut-être il y a plein de gens à qui ça ne parle pas, mais je le mets quand même aussi, puisque nous devions être avec nos étudiants en Chine en ce moment pour travailler sur ce village en particulier d'ailleurs. Voilà. Et tout ça, évidemment, est tombé à l'eau. Donc quand vous arrivez à Jeonju et dans l'entrée du parc, vous avez la maison du parc, on va appeler ça comme ça. Évidemment, c'est à la chinoise, donc c'est une maison extrêmement ambitieuse et importante. Il y a énormément de touristes, c'est en millions de touristes. Hein. On est tout près de Shanghai. On est à 400 km au sud de Shanghai, donc ça veut dire qu'on est à 1h30, 2 heures de TGV de Shanghai. On n'est pas loin de Hangzhou, donc qui est une très très grande ville universitaire, très très belle ville du sud aussi de Shanghai. Donc on est vraiment dans un endroit très très touristique et connu comme étant un des grands spots. Voilà. Et en particulier, on terminera tout à l'heure par ces montagnes-là, mais c'est les montagnes des Immortels, je reviendrai tout à l'heure, qui sont le spot touristique de ce massif karst enfin, rocheux ici, qui est absolument magnifique, qui est mis en scène évidemment depuis cette maison du parc, avec ces représentations voilà, très 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 belles de ces montagnes-là. Alors je mets ça, un des produits phares de production, hein. On voit les vergers sur la partie basse, c'est verger intensif, hein. C'est l'arbouse, c'est Waxbury, on connaît ça un peu dans le sud de la France, mais nous on la valorise assez mal. Et donc l'arbousier, il y a des arbousiers qui ont plusieurs, j'allais dire centaines, peut-être pas, mais en tout cas des très très vieux arbousiers, peut-être si, plusieurs centaines d'années, on est allé visiter ces vergers-là. Et avec cette petite arbouze, on fait tout un tas de produits, en particulier de l'alcool. Alors je dis ça parce que ça a été terrible pour moi, honnêtement. Ça, c'est les repas. On avait quasiment tous les soirs un repas officiel. Et donc, vous voyez le petit verre et puis la petite carafe individuelle d'alcool d'arbouze, 40 degrés à peu près. Et donc, il y a un toast porté à peu près toutes les 3 minutes. Ici, le directeur du parc, Monsieur Wang, alors il va se lever et puis il va faire le tour et il va trinquer avec chacun un par un et on est obligé de boire le petit verre qui est là. Alors au début, on a que le petit verre et puis il y a quelqu'un qui vient nous servir et puis à un moment donné, on nous amène la petite carafe, on a chacun notre petite carafe. Et c'est à nous de remplir le verre à chaque fois. Et puis comme c'est à chaque fois quelqu'un qui se lève et puis après nous, les Français, il faut qu'on le fasse aussi. On va porter un toast pour la coopération, pour le directeur du parc, pour le vice-maire de Jeonju qui est là, enfin voilà, etc. Et ça n'en finit plus. Et à la fin, ça se termine même que c'est plus dans les verres, c'est dans les carafes qu'il faut boire. Et ça a été absolument terrible parce que franchement, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est très très dur. Voilà. Et puis à gauche ici, vous avez Tien, donc qui est l'interprète, qui est quelqu'un qui parle un français absolument incroyable et qui en plus est quelqu'un qui est une universitaire. Enfin, actuellement, elle prépare une thèse sur les friches industrielles en Chine, puisqu'ils ont les mêmes problèmes que nous sur les friches des mines en particulier. Et donc, elle travaille là-dessus. C'est vraiment quelqu'un de très haut niveau et c'était un grand bonheur de l'avoir comme interprète.
Et puis évidemment, c'est comme pour tout à l'heure pour les Chinois en France, eh ben, on est suivi par le service com du parc, le service com du vice-maire de Jiangsu, on est suivi par voilà, la presse locale et c'est en permanence, c'est assez étonnant. Alors, trois villages, je vais vous montrer trois villages. Un premier village qui, alors là, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Guizhou, un village touristique. Alors, réhabilité, alors c'est un village Potan qui est très très beau, qui était un village très ancien, hein, qui doit dater au départ 10, 11e siècle, et puis évidemment avec une évolution forte, mais qui était un village à vocation commerçante essentiellement. C'était dans un lieu de passage très très important, puisqu'on, vous l'avez vu, on est à l'ouest de la Chine, et donc finalement on est entre la côte et puis tout l'Interland, tout l'intérieur, avec tous les produits qui arrivaient et qui passaient par la rivière qui passe par Potan. Donc c'est un village riche de son commerce et de ce lieu de passage, comme évidemment beaucoup d'endroits qui se sont développés dans ces périodes Moyen Âge. Et puis, enfin, je dis Moyen Âge pour nous, hein, nos références à nous, mais c'est des périodes que je ne connais pas en Chine entre le 10e, 15e et après. Donc on est sur un village historique, voilà la photo, donc avec cette rue principale qui est là, et puis tout un système d'échoppes et d'artisanat. Et donc on est allé visiter ce village. Je vous le montre par comparaison à ce que je vais vous montrer après. L'idée là, c'est qu'on est plutôt alors sur un système touristique important, c'est le tourisme à la chinoise, donc c'est un tourisme de groupe, c'est un tourisme de bus, c'est un tourisme évidemment assez massif, très canalisé, très organisé, mais finalement pas si mal fait que ça, même si les Chinois sont pas hyper je sais pas comment dire, silencieux. Enfin voilà, c'est plutôt un tourisme présent, on va dire ça comme ça. Et donc les choses sont assez bien faites et on est plutôt dans une restauration de haut niveau patrimonial avec les inévitables marchands du temple, mais quand même, on est dans un tourisme et une restauration très respectueuse du patrimoine. Regardez la qualité des sols, voilà, tout est refait de façon XXL au niveau patrimoine, quoi. Donc avec cette rue principale dans laquelle se déploient à la fois les temples, à la fois les échoppes, toutes les fabrications traditionnelles, etc. Là, on est strictement sur du tourisme, hein, il y a quasiment plus d'habitants. On est vraiment sur un système vraiment qui se développe autour des savoir-faire. Alors localement, une des spécialités locales, ce sont les lanternes, évidemment, qui sont des choses très très importantes dans les fêtes chinoises. D'ailleurs, on est reparti chacun avec une énorme lanterne. On était une douzaine dans l'avion avec un paquet qu'on ne savait pas où mettre pour revenir avec nos lanternes. On a chacun dans notre cave, il faudrait que je la sorte, mais j'ai une très belle lanterne voilà, qui nous a été offerte par les Chinois de Jiangsu. Donc on a ce savoir-faire artisanal qui est encore évidemment très présent et très vendu dans ce village historique. Et puis des détails d'architecture magnifiques. Tout ça est restauré et réhabilité de façon exceptionnelle. Exceptionnelle. Alors un deuxième village, et là c'est très intéressant. Je pense qu'on a des leçons à prendre. Alors, en plus, je m'adresse, j'imagine, quand même à pas mal de gens d'écoles d'architecture. Sidou, un village restauré, et donc dans l'école de Wangshu. Wangshu, c'est un des grands architectes actuels chinois qui d'ailleurs est directeur avec son épouse de la grande école d'architecture de Hangzhou, qui est une grande ville à proximité, la China Academy of Architecture. Et Wangshu a eu le Pritzker en 2012 ou 2013. Le Pritzker, c'est le Nobel pour les architectes. Chez nous, il y a Jean Nouvel, Porzampar, il y a des gens comme ça qui l'ont eu. Mais Wangshu, et Wangshu est quelqu'un qui s'intéresse énormément à la façon de faire de l'architecture à travers le patrimoine. J'ai montré juste une ou deux photos, c'est pas là, c'est dans d'autres villages. Et voilà comment il travaille sur une architecture contemporaine de restauration ou de transformation ou de construction récente de villages, donc avec à la fois vous le voyez, des matériaux contemporains, des formes contemporaines issues évidemment des savoir-faire traditionnels, tout évidemment en apportant la modernité nécessaire. C'est un architecte absolument remarquable. Et si on avait, alors il y a en Europe, on a des gens comme Caminada, on a des gens comme
je cherche son nom. Bref, on a des gens absolument remarquables en France, en Europe aussi. Canada, c'est plutôt en Suisse, mais voilà. Donc, ce village a été restauré, vous allez le voir ici, quelques éléments, à la fois dans une restauration patrimoniale pour un certain nombre de bâtiments. Donc, voilà l'équipe, là, ici, dans un des bâtiments sur cour d'un riche commerçant de Sidou. Toujours les dessins, hein, tous ces gens qui dessinent, mais vous allez le voir, un travail, et on le voit déjà ici, sur l'espace public, qui montre aussi une capacité d'être moderne et contemporain avec mesure et grand savoir-faire. Alors aussi bien sur l'espace public, et puis également sur l'architecture. Alors ça, c'est la restauration à valeur patrimoniale. Là encore, le cœur même du village. Mais on peut avoir aussi des interventions sur des bâtiments contemporains. Là, c'est finalement un équipement public. C'est une salle communale. On a une partie fermée et une partie ouverte. Et vous voyez la capacité d'oser, de faire évidemment de l'architecture contemporaine de très haut niveau dans ce village de valeur patrimoniale. Donc par rapport à Potane, où on était vraiment dans un respect absolu d'une valeur patrimoniale, ici on est dans un village où l'approche contemporaine est parfaitement acceptée. Et je trouve que c'est un sujet évidemment tout à fait juste. Enfin, ça me semble être une attitude tout à fait juste et tout à fait intéressante. Et puis toujours, moi, ce qui me passionne dans ces villages, c'est de voir quel est encore une fois le rapport au territoire, c'est-à-dire à l'eau, quelque chose de fondamental comme partout, mais ici encore plus. Alors à la fois, on le voit sur la photo de droite, sur des questions qui sont des questions évidemment encore une fois de jardin et de production au cœur du village, mais pas que ça. C'est aussi ces espaces de jardin, c'est aussi des capacités de gérer la chaleur, mais de gérer aussi les périodes de mousson. Et vous le voyez d'ailleurs sur la gauche, on voit bien les systèmes de gestion de l'eau en période de mousson dans des secteurs comme celui-là, où on voit bien qu'on a la capacité d'absorber des débits d'eau qui sont extrêmement importants avec ce système de caniveaux et de petites passerelles pierres qui permettent d'accéder chez soi. Donc il y a évidemment un enjeu qui est un enjeu productif, mais multifonctionnel, puisqu'il s'agit aussi de gérer une climatique de village, mais aussi des systèmes d'eau qui peuvent être très violents. Voilà. Des choses auxquelles on aura droit et auxquelles on a droit de plus en plus, hein, y compris dans nos pays tempérés comme les nôtres. Et ce qui est évidemment très très intéressant aussi, c'est le rapport à l'espace productif, le rapport au coteau, dans lequel on va avoir des systèmes de terrasses, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, donc avec souvent les bassins et l'eau qui récupèrent l'eau qui descend de ces terrasses, avec beaucoup plus d'ouvrages liés à l'eau en limite du village qu'à l'intérieur, puisqu'on est dans cet espace d'interface entre la campagne productive et la campagne habitée. Donc on a toute une typologie, j'en ai mis que deux, mais je pense que dans le village, il y a une quinzaine de situations comme celle-là, d'ouverture, quasiment à chaque bout de rue qui sort du village, on a un système d'escalier qui monte dans les terrasses et dans les bassins qui sont en hauteur. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard. On a parfois un temple, un petit temple qui est là dans cette articulation-là. Et on comprend bien que c'est ce lieu absolument stratégique dans lequel on a des bassins, dans lequel on a les temples. Et donc c'est ce lieu où finalement la raison d'être du village se structure. C'est le lieu entre, encore une fois, l'endroit où la société s'est organisée pour habiter et où la société a besoin de s'organiser pour vivre, c'est-à-dire l'endroit où on produit. Et comme par hasard, la gestion de l'eau et la gestion des temples se fait dans cet espace d'interface. C'est évidemment pas du tout un hasard, quoi. Alors dans ces villages, mais comme partout, on a évidemment un développement d'artisanat et d'accueil. Donc on a des gîtes. Ici, c'est un gîte, mais en plus, c'est un gîte avec, je suis rentré, c'est un gîte thématique, c'est un gîte où on fait des stages de calligraphie. Donc, on a un atelier de calligraphie avec des lieux d'exposition, de travail, etc. Et puis, du coup, enfin, voilà, on voit bien l'intérêt de ce genre de séjour dans des lieux comme ça. Alors, évidemment, en même temps, le gars qui fait les stages, il a son ordinateur, on est aussi dans c'est très chinois, hein, ça, c'est-à-dire, j'ai vu ça à Shanghai, j'ai vu ça partout. C'est un pays qui a une capacité à être dans l'hyper-modernité et en même temps dans l'hyper-tradition. Et ça, c'est magique. Et j'ai l'impression que nous, on n'est pas aussi clair que ça. Voilà.
nous, les choses sont pas aussi claires. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant dans ces explorations de campagne chinoise. Et puis à la sortie du village, des interventions beaucoup plus contemporaines, toujours dans ces espaces de bassins qui sont à la sortie du village, encore une fois à l'extrémité, dans ce lieu d'articulation, hein. Donc là, on est intervention d'un bassin à vocation paysagère, hein, pas productive, qui est là. Et puis les réunions de travail, hein, j'en ai remis une ou deux quand même, avec mon nom, voilà. Je me suis dit que si un jour j'avais besoin, j'avais mon nom, ça sur le panneau vert, c'est marqué Marc Verdier. Voilà. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, mais voilà, je trouve ça assez rigolo. Donc on avait les réunions, je peux vous dire que les réunions de travail en Chine, c'est les vraies réunions de travail. On est, voilà, il y a de la tension, on dit les choses. Moi, j'avais une vision aussi en Asie, on s'énerve jamais, etc. On est capable de s'énerver. Voilà. Il y a un moment donné, ça peut être parfois assez violent. Il y a eu des interventions parfois de l'AFD, je me souviens de la directrice adjointe de l'Agence française de développement chinoise de Pékin. Il y avait des choses qui se passaient pas complètement très bien avec des bureaux d'études, etc. Et je peux vous dire que c'était violent, quoi. Et je m'attendais pas à ça. J'avais l'impression des choses étaient plus simples. Avec nous, les parcs, ça se passait plutôt très très bien. Et puis, on va terminer par ce village et puis par la montagne. Donc le village de Ganyung, donc ce très très beau village. Donc on est monté à peu près 3 heures de marche, 3 heures de randonnée pour monter dans ce village, par un chemin tout à fait confortable. Alors il fait chaud, un peu humide, etc. On arrive après par cette grande passerelle, pour passer par-dessus un petit canyon. On voit quand même que c'est un relief très 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 mouvementé. Et puis là on arrive à ce village. Alors vu du haut, on voit bien qu'à la fois il est encore très cohérent et on voit bien plein de rustines, hein, vous voyez, sur les toitures. Enfin, on voit bien qu'il est quand même dans un état un peu, un peu précaire. Vous allez voir tout à l'heure vers quelques photos. Cela dit, c'est un village absolument emblématique. Je vous l'ai dit, hein, si vous tapez Jeonju sur Internet, vous tombez sur une photo de ce village-là. C'est un village assez magnifique, en terre. Il est quasiment vide. Encore une fois, les populations sont pour beaucoup parties, toujours le même syndrome, hein, les hommes, les femmes, etc. Donc restent les vieux, quelques enfants, mais là, si, je crois qu'il y a encore une école, mais il y a plus grand chose. Et puis, on est vraiment sur, là encore une fois, par rapport au Guizhou, on est sur un matériau terre très très présent. Donc on est plutôt sur une sorte de pisé, voilà, terre et tuiles. Le bois est sans doute, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas plus rare, on le voit voilà, mais peut-être moins adapté. Et donc on est plutôt sur ce matériau-là, alors en sachant que la terre a aussi cette qualité d'avoir une très très forte inertie par rapport à la chaleur. Par contre, il demande un entretien permanent, donc on a ces questions-là. Donc quand on rentre dans l'intérieur, on voit bien qu'il y a un travail de restauration important à faire, même si, et je vous l'ai dit, il y a encore voilà, des personnes plutôt âgées, ce qui est en train de sécher, c'est pas du poisson, moi je crois que c'était ça au départ, c'est du bambou. Voilà, le bambou fait partie d'un élément d'alimentation assez fondamental. Et puis donc on a une transformation assez bricolée, voilà, où il y a plein de petits affichages par rapport à la randonnée. Il y a quand même pas mal de randonneurs, c'est un lieu connu qui viennent. Donc il y a des espèces de petites échoppes, boutiques, de bistrots qui sont là. Et puis toujours nos dessinateurs. Hein, je vous l'ai dit, ils sont partout. Donc à chaque fois, j'ai pas fait exprès, mais partout où on est allé, il y avait des gens qui dessinaient plutôt très bien d'ailleurs. Alors moi je fais des croquis à toute allure parce que voilà, mais plutôt des très très beaux dessins qu'ils font. Et puis je vous l'ai dit, donc une architecture fragile, même si évidemment elle a toutes ces qualités qui sont là. Donc des choses qui sont en train voilà. Alors quand même, ce qu'on apprend, c'est que le parc de Jeonju et le gouvernement de Jeonju a décidé que ce village serait un village touristique. Donc ça veut dire que à terme, il y aura un téléphérique qui va monter au village. Il y aura un téléphérique, alors en partie financé par l'Agence française de développement d'ailleurs. Voilà, il y aura une aide de l'AFD sur ce téléphérique. Et donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec, je ne sais pas s'il faut donner des chiffres, peut-être 500 000, parce qu'il faut amortir un téléphérique. Donc 600 000 personnes qui vont venir dans ce village.
c'est un des villages sur lesquels on aurait dû travailler avec les étudiants. Enfin, c'est le village sur lequel on aurait dû travailler avec les étudiants pour poser cette question. Comment on transforme, on restaure, on aménage un village qui demain accueille 600 000 personnes par an avec un système de téléphérique. Donc vous imaginez l'accueil en bas, les systèmes de parking en bas, voilà, etc. Et on est quand même en Chine, alors on se dit tout ça est parfaitement réglé, mais non, non. Là, quand on redescend en bas, vous avez aujourd'hui une spéculation qui se met en place. Ça veut dire que vous avez des familles, vous avez des investisseurs qui se disent demain, ce village est un village qui est une manne touristique. Donc, on prévoit et on construit des lieux qui demain seront des hôtels, qui seront des lieux d'hébergement. Alors, vous voyez bien que c'est quand même très basique. Il faut savoir que quand même dans ce secteur-là, on fabrique énormément de villages, enfin de villages, d'ensemble comme ça de gîtes bas de gamme parce qu'on reçoit quand même, enfin bas de gamme au niveau architectural, hein, je parle, puisqu'on reçoit, je vous l'ai dit, un développement extrêmement important de tourisme intérieur et qu'il faut héberger tous ces gens-là. Et donc là, vous avez une spéculation. Pour l'instant, c'est vide, il ne se passe rien. Ça a été fait il y a 2 ans, 3 ans. On est en attente, quand même dans des situations extrêmement précaires, avec une réglementation qui est plus que limite. Et donc, on construit aujourd'hui tous ces éléments qui sont là. Par contre, nous, et on voit bien que la Chine, l'air de rien, c'est plusieurs niveaux. Hein, voilà. On a été hébergé dans ces gîtes haut de gamme, pour un autre tourisme, encore une fois chinois. Hein. Et donc, on est dans un village qui est à proximité de celui qu'on a vu tout à l'heure. Et là, donc, c'est une construction récente, c'est une construction neuve, de très très bon niveau. Vous allez voir, c'est un gîte plutôt extraordinairement beau. Donc ça, c'est l'accueil quand on est dans la rue principale du village. Ça, c'est le bâtiment donc principal sur la gauche. À droite, c'est assez beau d'ailleurs parce que vous avez tous les services cuisine, lingerie, etc., qui sont dans des conteneurs. C'est des conteneurs industriels recyclés avec un grand savoir-faire en mettant une toiture traditionnelle. Et puis, c'est à la fois contemporain et en même temps tenu. Voilà, c'est d'assez belle qualité avec cette terrasse magnifique. Et donc ça, c'est depuis la chambre où j'étais, où on voit à la fois le petit jardin et ces fameux services dans des conteneurs, et puis l'extrémité du village avec au loin les montagnes des Immortels qui sont le spot paysager de cette région. Donc ça, c'est la salle principale du gîte. Vous voyez que c'est quand même, ça n'a rien à voir avec les bâtiments qu'on a vus tout à l'heure. Évidemment, la propriétaire du gîte est une femme absolument remarquable de culture et de qualité d'accueil. C'est absolument incroyable. Et donc, on a été reçus avec des fruits, avec du avec tout un tas de voilà, et c'était assez magnifique. Ça, c'est la table du petit déjeuner. Et puis évidemment, atelier de calligraphie, bibliothèque, etc. Donc on est vraiment sur un autre gîte. Alors paradoxalement, et ça c'est pour moi un véritable enjeu dans ces campagnes-là, on a un village qui est à côté du gîte est assez beau, mais alors pas du tout valorisé. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on va valoriser au maximum des villages à vocation touristique. On va construire des villages de gîtes modernes d'une banalité affligeante. Et puis par contre, on fait des gîtes parce qu'on voit bien qu'il y a une diversification du tourisme, avec sans doute un tourisme plus haut de gamme, mais on n'est pas attentif au village. Regardez ici, par exemple, ce bâti ancien avec des constructions contemporaines qui se font avec 1 ou 2 étages, avec des volumétries et des systèmes architecturaux complètement banalisés et avec des matériaux catastrophiques. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Guizhou, ça veut dire de la menuiserie clinquante en inox, ça veut dire des parois en céramique industrielle, etc., à côté de ces maisons-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de non-attention à l'architecture ordinaire de ces villages-là, alors que vous l'avez vu tout à l'heure, évidemment, il y a un savoir-faire sur lequel nous, on devrait d'ailleurs peut-être se pencher de façon plus importante. Vous l'avez vu à Sidou ou à Potane juste avant. Et puis, il y a ces villages. Alors juste, j'ai mis ça c'est un village d'hôtel pas trop mal, hein, finalement, ce qui est pas si mal. J'ai mis ça parce qu'on on a été invité, évidemment, il y avait tout un tas de systèmes
un peu officielle, puisqu'on était la cérémonie de remise des prix de gîtes soutenue par l'AFD, derrière la tête là, du directeur adjoint de l'AFD Pékin d'ailleurs, qui est ici, l'Agence française de développement et le parc national de Jeonju. Et ça, c'est la directrice de l'Agence française de développement Chine à Pékin. Voilà. Et ici, le président du parc des Ballons des Vosges qui nous accompagnait, et ici le vice-maire de Jeonju qui est ici. Et ici, le directeur du parc de Jeonju. Et donc, il y a une remise. Alors, j'ai pris cette photo parce que je la trouve absolument géniale. Nous, quand on assiste à ce genre de choses, vous voyez, les Français, on est dans un gros tas de public. Et ben, moi, je me disais, ils attendent pour quelque chose. Pas du tout. Ils étaient juste en train d'écouter et naturellement, ils se mettent les uns derrière les autres en ligne. Je trouvais ça assez incroyable. J'avais presque un peu honte d'ailleurs de prendre la photo parce que je me disais que ça faisait un peu voyeurisme, mais je trouvais ça tellement drôle quand on voit nous la capacité qu'on a à se mettre en tas et eux ils se mettent de façon très très organisée. Donc on est quand même dans des cultures assez différentes. Et donc voilà les gîteurs, les propriétaires de gîtes qui ont développé leur gîte avec un soutien de l'Agence française de développement, dont celui que vous avez vu tout à l'heure où nous étions hébergés. Et puis donc en dernier, le spot touristique paysager de Jeonju, c'est la montagne des Immortels. Donc les Immortels, c'est dans le taoïsme, le système de divinité taoïsme, c'est un échantillon de personnages de la société. J'ai dénoté parce que c'est intéressant, qui finalement sont la société civile, mais qui est une sorte de logique de sage dans le taoïsme. Et donc, il y a un vieillard, une femme, un noble, un militaire, un infirme, un redresseur de tort, un mendiant et un lettré. Et donc, ces 8 personnes fabriquent finalement les sages qui vont conseiller et être les porteurs de la bonne parole dans le système de divinité du taoïsme. Et donc, les immortels sont dans cette montagne, c'est la montagne des immortels, se sont réfugiés dans cette montagne. Et donc, il y a toute une mythologie autour de ces montagnes qui non seulement sont extraordinairement belles, ça c'est quand on sortait de l'hôtel, on avait ça sous les yeux, et absolument magnifique. Et donc, vous allez voir, ça a été aménagé de façon incroyable. Nous, on a fait une randonnée de 3-4 heures, mais on peut faire des randonnées très très longues dans ce secteur-là. Donc évidemment, toujours pareil, un système très organisé. Vous pouvez arriver, vous avez un parking de 500 bus, vous avez une gare TGV à etc. Et donc, on est monté. Alors, on a quand même marché pendant plus de 2 heures au départ pour rejoindre un téléphérique, parce qu'on est monté en téléphérique d'un côté, on est monté très haut, on a fait tout un tour, on est redescendu par un autre téléphérique que vous verrez tout à l'heure. Donc voilà, et tout est très aménagé. C'est-à-dire que c'est pas du tout mais très très bien fait, mais c'est pas du tout le chemin de grande randonnée comme on a nous dans nos clubs vosgiens ou grandes randonnées dans les Alpes. Très naturel, c'est très 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 organisé. Encore une fois, ce sont des centaines de milliers de touristes qui viennent tous les ans ici, sans doute plutôt en millions. Voilà, c'est un lieu extrêmement réputé. Donc on est dans ces systèmes très très organisés, mais très bien faits, avec donc ces cheminements, voilà, des investissements incroyables. Alors moi, il y a un truc qui m'a complètement étonné et finalement qui m'a beaucoup énervé quand même. Ça veut dire que enfin, vous baladez, vous regardez un peu à quel point ces paysages sont somptueux, sont exceptionnels, et le parcours est sonorisé. Ça veut dire que tout le long du parcours, au lieu d'être dans les bruits de la nature, eh bien, vous avez un système de sonorisation et de musique permanente, un peu saoulante, un peu musique d'ascenseur quand même, qui vous accompagne. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de tourisme à la chinoise qui doit certes être à la fois dans la consommation, entre guillemets, du taoïsme et de la montagne des immortels, mais en même temps qui est dans cette civilisation de la musique permanente, du selfie, et voilà. Et c'est particulièrement énervant pour, alors peut-être que moi je suis dans une logique de parcs naturels régionaux, peut-être je suis dans une logique de rapport à la nature qui est différent, mais ma logique de rapport à la nature, c'est pas ça, quoi. Voilà. Donc on a ces paysages exceptionnels qui sont là. Et donc voilà, toute l'équipe, encore une fois, Tienne, avec qui je suis en contact d'ailleurs, on s'échange, puisqu'elle est confinée à Pékin actuellement. C'est quelqu'un qui vient en France régulièrement. Si ça vous intéresse, je pourrais mettre sur le site, je verrai avec l'école, mettre sur le site de l'école. On a eu un dialogue, enfin, Françoise Gède à la Cité de l'Architecture,
à organiser un débat entre Nicolas, quelqu'un de l'AFD, de l'Agence française de développement à Paris, Tienne, qui était de passage à Paris, et moi-même, sur cette question du développement et des parcs entre la Chine et la France. Et donc c'est quelque chose qui est regardable sur le site de la Cité de l'Architecture à Paris. Donc voilà les parcours. Vous voyez que c'est des ouvrages assez incroyables qui ont été faits, mais encore une fois très 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 bien faits sur cette montagne des Immortels. Et juste, je termine par ça, c'est pas ma dernière, c'est mon avant-dernière image. Nous y étions pile il y a un an. On y était pile il y a un an. Et c'était très émouvant parce que les Chinois, très honnêtement, le jour où on a appris avec eux hein, que Notre-Dame flambait, les Chinois étaient d'une gentillesse et d'une attention par rapport à nous et en permanence, enfin immédiatement se sont positionnés et ont compati et à la limite ils étaient presque plus engagés et plus émus sur ce que représentait Notre-Dame de Paris en train de flamber que les Français qui étaient là, qui d'ailleurs nous on comprenait pas et les Chinois étaient voilà, ils trouvaient ça absolument incroyable. Voilà. Et puis, je vous ai mis, ça c'est ma dernière image par rapport à la Chine, en espérant que vous avez, voilà, que j'ai pu partager ce regard sur la campagne chinoise et peut-être ébranler quelques certitudes ou quelques, pas de certitudes, mais quelques voilà, des choses pas complètement justes qu'on peut avoir dans la tête sur la façon dont les campagnes chinoises évoluent et se transforment. Moi, un sujet qui me semble essentiel à retenir, c'est cette question du système de la rizière riz, poisson, canard, parce que je pense que c'est l'enjeu de demain, c'est revenir à des systèmes équilibrés. C'est tout l'enjeu de l'évolution de notre agriculture qui se joue dans cette question riz, poisson, canard. Voilà. Et puis, je termine juste par ça. Voilà, pour dire qu'on peut aussi voyager pas loin, puisque moi aujourd'hui, je suis comme vous, je suis confiné, donc j'ai la chance d'avoir des carnets de voyage. Mais finalement, j'ai aussi commencé un carnet de voyage dans mon jardin. Donc ça, c'est mon jardin vu depuis ma fenêtre de chambre. Voilà, et puis j'espère que tout ça vous a intéressé et que vous en retiendrez deux, trois choses, trois images, et que si vous un jour vous avez l'occasion d'aller en Chine, ne restez pas que à Pékin, à Shanghai ou allez voir la Grande Muraille, mais allez aussi dans les campagnes chinoises. Voilà, merci.